Bonsoir à tous. À la une de ce journal, installation du comité de veille pour l'organisation des élections législatives en Guinée. Également à l'affiche, la grande plantation de palmiers sous les îles de Conakry. L'action figure dans le programme prioritaire d'appui du président de la République. Et puis lancement ce vendredi de la deuxième journée nationale de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale sous le thème accouchement avec un personnel qualifié, faisons de ça une réalité. Encore une fois, bienvenue à tous. À l'entame de cette édition, en bref, depuis hier, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est en séjour en Haute-Guinée. À Cancan, les populations ont réservé un accueil chaleureux au président de la République qui a animé un meeting à la maison des jeunes de la ville avant d'être reçu par les sages. Ce vendredi donc, ce sont les populations de Sigiring et Koursa qui ont accueilli le professeur Alpha Condé dans une ambiance festive. Partout, les populations ont réitéré leur engagement à soutenir les actions du chef de l'État dans sa volonté de faire de la Guinée un pays démocratique où il fait bon de vivre. Vous aurez plus d'informations sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais tantôt, le comité de veille pour l'organisation des élections législatives vient d'être installé ici même à Conakry. Constitué par arrêté du ministère de l'administration du territoire, ce comité est composé de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en Guinée. La cérémonie d'installation s'est déroulée à la maison commune du système des Nations Unies. Des précisions avec Francis Collier. Le comité de veille pour les législatives prochaines est désormais installé. Il est composé de 11 membres avec à sa tête un magistrat. La mission de ce comité est de veiller au respect de l'accord politique signé le 3 juillet dernier en faveur de l'organisation de l'élection législative attendue par l'opinion nationale et internationale. La rencontre d'aujourd'hui a permis d'installer officiellement le comité de veille. Nous avons élaboré un chronogramme en ce qui concerne nos activités futures. Donc c'est ce qui vient d'être fait. Mais je rappelle que n'est pas la CENI. Donc ces attributions consistent tout simplement à veiller au bon fonctionnement de la CENI. Donc de veiller à l'application stricte de la loi organique instituant la CENI et de veiller à ce que cette CENI accomplisse sa mission dans les conditions requises par la loi. Ce n'est pas une tutelle que le comité de veille exerce, mais au moins il faut veiller à ce que les différents éléments que nous avons retenus puissent être respectés. Et ce comité de veille, évidemment, rend compte au comité de suivi, qui est l'instance la plus importante de ces organes qui sont chargés d'accompagner la CENI pour l'organisation des élections législatives. Opposition, mouvance, gouvernement et les institutions internationales sont déterminés à unir leurs efforts au sein de ce comité pour que la Guinée sorte de cette impasse qui n'a que trop duré. Il a été question de définir toutes les modalités de travail et la périodicité de nos réunions qui doivent se tenir ici à la maison commune 2 fois par mois de façon ordinaire et chaque fois que cela sera nécessaire, les réunions extraordinaires. Nous sommes par ailleurs dit que, comme il s'agit d'appui pour un meilleur fonctionnement de la CENI, nous sommes dit qu'il faut d'abord avoir tous les textes qui régissent le fonctionnement actuel de la CENI pour que nous puissions plus faire de la facilitation. Et dans ce processus, il y a une répartition de tâches. Le ministère de l'administration du territoire va donc mettre à la disposition des membres tous les textes. Toutes les parties prenantes du processus sont représentées au sein de ce comité de veille qui entend conjuguer les efforts en faveur de la tenue des législatives à la date du 24 septembre 2013. Et ce communiqué de la CENI dans le cadre des préparatifs des élections législatives du 24 septembre 2013, la Commission électorale nationale indépendante CENI invite les représentants des partis politiques candidats aux prochaines élections législatives à participer à une importante rencontre samedi 17 août 2013 à 14 h au Palais du Peuple dans la salle des actes autour des points d'ordre du jour suivant.
État d'avancement de la préparation des opérations électorales du 24 septembre 2013, présentation et validation des dispositifs de participation des partis politiques à la gestion transparente du processus électoral en cours. Divers. Votre présence est vivement souhaitée pour une bonne appropriation de l'ensemble des dispositifs de conduite des prochaines élections. À cet effet, vous voudrez bien désigner un représentant de votre parti pour prendre part à cette rencontre. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de toutes et de tous est vivement souhaitée. Le président Bakary Fofana. Direction Zéro Corée à 944 km de Conakry, tous ensemble pour la paix restaurée. C'est dans l'unisson donc que les populations de cette localité ont organisé une journée de prière, de recueillement et de sacrifice à la mémoire des victimes des derniers événements douloureux. Mohamed Saliou Paye, Sekou Fernand Kourouma, reportage. Le gouvernement multiplie les actions visant le retour définitif, la paix et la quiétude dans la région forestière. C'est dans ce sens qu'une grande prière a réuni mardi toutes les composantes sociales de Nzérékoré et le livre saint a été lu pour le repos de l'âme de toutes les victimes des derniers événements. Chrétiens et musulmans se sont donné la main et ils ont imploré le Tout-Puissant pour que plus jamais pareille scène ne se déroule sur la terre guinéenne. Les femmes et les hommes ont ensuite pris dans une procession la direction de la forêt du 1er mai à Boma où chacun s'est recueilli devant la tombe des victimes. Le gouverneur de région a planté un coulatier, une plante qui symbolise la paix. La procession a ensuite repris, cette fois sur plus de 6 km en direction du stade du 3 avril. Devant la foule, le gouverneur appelle au renforcement du tissu social. Je voudrais vous lancer un appel. Celui d'accepter le pardon réciproque. Celui de renforcer le tissu social. Celui de maintenir et renforcer la paix en Zérékoré. En fin de journée, une délégation composée entre autres du gouverneur de région, du préfet de Nzérékoré, du colonel Moussa Tiegrou Kamara et du colonel Claude Bivi s'est rendue à Koulé, la localité où tout a commencé. Les chefs militaires ont appelé à la retenue. Nous devons faire tout possible, 2 ans, pour que ce qui s'est passé ne se répète plus. Le dégât est incalculable. Nous vous prions qu'à partir de l'instant T, que chacun s'y mette, chacun comprenne que sans la paix, on ne peut rien faire. Que les Koulékas de Germain vont se donner la main dans la main pour aller devant. Chercher à agrandir Koulé. Parce que Koulé, avant, ce n'était pas comme ça. Donc, à travers les générations, Koulé doit agrandir. Mais respecter vos cultes, il faut respecter le coutume. À Zérékoré et à Koulé, les responsables ont organisé des prières et des sacrifices. 6 bœufs ont été immolés et des prières collectives ont rassemblé les fidèles de toutes les confessions. Comme on le voit, les autorités administratives et militaires ne ménagent aucun effort pour recréer et renforcer le climat de fraternité et d'amitié dans la région forestière, pour que plus jamais le sang du Guinéen ne soit versé, pour que toujours le Guinéen reste le frère du Guinéen. On s'excuse de la qualité de ces images venues d'une caméra amateur. De nouveau, dans le siège hôtelier guinéen, l'hôtel Kamayen change de nom et de visage. L'infrastructure vient d'être rénovée en 5 étoiles et porte désormais le nom Palm Kamayen. C'est dans l'initiative de développer le secteur touristique guinéen. Sangarim Mahawa. Changer l'image de Conakry, redonner à ses habitants la fierté de se réclamer de cette ville et accueillir l'étranger et lui offrir le plaisir et tout le confort. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la volonté du gouvernement de doter la capitale de réceptifs de qualité. C'est dans cette dynamique que se dresse ou que se redresse l'hôtel Palm Kamayen, un hôtel 5 étoiles qui donne à ce quartier de Conakry la fière allure des villes touristiques. L'hôtel Palm Kamayen, il a été une référence nationale en Guinée. Dans notre idée, il a été de créer un produit de référence 5 étoiles, mais en même temps de maintenir l'image originelle de l'hôtel. Mais nous devons aussi adapter les installations à les types de clients pour donner un service 5 étoiles et aussi avoir la qualité, l'image d'un hôtel de qualité. Donc il a été les raisons de, par exemple, pour changer la façade, c'est bon d'avoir des espaces, des chambres avec des espaces suffisants pour les clients business qui viennent travailler en Guinée.
123 chambres climatisées, 2 suites présidentielles, des suites prestige. L'hôtel Palm Camaen offre une image des changements en cours dans les différents secteurs du pays. L'objectif, c'est d'établir une référence de qualité en Guinée et montrer que c'est possible encore d'améliorer la qualité de services hôteliers et touristiques que nous avons en Guinée. L'objectif pour cette année, pour l'année prochaine, c'est d'assurer la qualité du service aux clients, fixer les standards en Guinée dans 5 étoiles et aider le pays à se développer, d'avoir un service de qualité comparable aux services 5 étoiles que nous pouvons trouver en Europe ou aux États-Unis. Ce lieu est pour le Guinéen un lieu de vie. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de dire, voilà, on a un hôtel 5 étoiles, bon, il y a un niveau de vie quand même qui est un peu élevé en fonction des tarifs que nous fixons, mais c'est un lieu où un Guinéen lambda peut trouver sa place en fonction du service qu'il va demander. Donc l'hôtel est ouvert à tout Guinéen et à tout service. Avec un réceptif de cette dimension, nul doute que le secteur touristique va prendre un nouvel élan. Car si le pays est beau, si les sites touristiques sont nombreux, l'étranger exige d'abord un hôtel digne de ses attentes. L'effort de construction de nouveaux hôtels devrait permettre de créer de nouveaux emplois, mais surtout de faire de la Guinée une des grandes destinations du tourisme mondial. Du côté des insulaires, c'est la relance des plantations de palmiers. L'action qui se passe sur les îles de Los figure dans le programme prioritaire d'appui du président de la République aux îles de Fotoba, Rome et Kassa. Pour cette première phase, il s'agit de la mise en valeur de 35 hectares de plantations communautaires afin d'améliorer la productivité. Fodé Camara, compte rendu. Avec ces plans qui s'apprêtent à rejoindre les îles de Los, un vieux rêve des planteurs insulaires se matérialise. En tout, 35 hectares seront mis en valeur pour la première phase de la relance des plantations de palmiers des îles Fotoba, Kassa et Rum. Pour cette première campagne, 230 plants fournis par la Société guinéenne de palmiers à huile et DVA vont permettre de réaliser 5 hectares de palmiers. Programme initié par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui fait de l'agriculture sa priorité. Et ce programme vient en appui aux communautés villageoises. Les populations de Kassa vont voir les premiers plans de Colantin. Les premiers plans de Colantin qui seront expérimentés, mais je suis sûr que ça va donner parce que Kassa a la réputation, pour les gens qui se souviennent, il y avait une huilerie. Donc ça peut être un programme intéressant et même dans le cadre industriel. Pour un début, nous allons mettre en place une plantation de 5 hectares et dans un second moment, nous allons voir encore si nous avons la participation de la population et aussi la satisfaction de leur part. Et compte tenu aussi des potentialités de la place, nous allons élargir cette plantation-là. Associé à un itinéraire technique approprié, ce matériel végétal sélectionné à haut rendement de la Sogipa devrait remplacer progressivement les grands espaces de vieilles plantations, les îles de Los. Ces plants-là, ça va produire de l'huile de palme rouge qui peut être exportée, consommée localement. Donc ça ne peut être qu'un plaisir et nous souhaitons que cela continue pour que toutes les îles soient quand même remplies de palmiers nets pour la future génération. Cette relance des plantations de palmiers est le premier segment du programme prioritaire d'appui du professeur président Alpha Condé au développement des îles de Los. Dans le même sillage, des intrants de pêche seront fournis pour améliorer les conditions de vie des 17 000 âmes des îles de Rum, Fotoba et Kassa. Et puis, les cadres de plusieurs départements ministériels étaient récemment en conclave, ici même à Conakry, avec pour but d'étudier et mettre à jour le document cadre national de biosécurité. La rencontre va permettre également de valider le projet de loi sur la biosécurité en Guinée. Kourouma Seko Ferna, Douanamo Eugène. Il s'agit de valider le projet de loi sur la biosécurité en Guinée, fruit de la coopération entre le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et l'Institut du Sahel. Ce document va permettre une gestion sans risque des OGM importés ou produits sur le territoire national. La politique de développement envisagée par le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, engage chacun de nous dans son domaine d'activité à faire de la gestion durable des ressources naturelles
un impératif majeur pour le développement socio-économique de notre pays. C'est une obligation pour la Guinée de mettre en place une politique nationale de gestion des organismes génétiquement modifiés, produits ou importés dans le pays. Et c'est dans ce cadre qu'on a élaboré les deux textes, le cadre national de biosécurité et un projet de loi sur la biosécurité. L'Afrique est en train de perdre sa diversité alimentaire, celle où on consommait le maïs, le sorgho, le mil ou le corosol, pour ne citer que ces aliments. Une alimentation qui rendait l'individu résistant à de nombreuses maladies. À présent, on assiste à l'arrivée massive des plantes transgéniques qui supplantent les variétés locales. Une situation préoccupante. Il y a eu des évolutions majeures sur le champ de la biotechnologie et de la biosécurité. Donc l'Institut du Sahel, le SILS, nous avons joint nos efforts à ceux de la Guinée pour essayer de mettre à niveau ces textes. Et au cours du présent atelier, nous avons réuni les membres du comité de biosécurité de Guinée pour réexaminer ces nouveaux textes qui ont été mis à jour. En tant que consommateur ou association de consommateurs, ça nous préoccupe à plus d'un titre, des inquiétudes par rapport aux risques sanitaires. En s'appropriant le cadre de la biosécurité, les autorités se prémunissent face à la puissance de l'outil technologique et face à la pression des multinationales. Accouchement avec un personnel qualifié, faisons de ça une réalité. C'est autour de ce thème que la 12e journée nationale de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale a été célébrée ce vendredi à Conakry. La commémoration de l'événement vise à informer le public et les décideurs de l'ampleur du phénomène ainsi que les stratégies à adopter pour que désormais aucune femme ne meure en donnant la vie. Sourde Keïra. Plus qu'un problème de santé publique, la mortalité maternelle et néonatale est un véritable défi de développement. Une femme sur 16 meurt en Afrique subsaharienne en donnant la vie. La Guinée affiche encore l'un des taux les plus élevés, avec 710 décès pour 100 000 naissances vivantes, selon l'enquête démographique et de santé de 2012. Dans les pays industrialisés, si 3500 femmes, par exemple, accouchent, c'est une seule femme qui meurt. Mais nous, ici, 7 femmes qui accouchent, une va mourir des suites de complications liées soit à la grossesse ou bien à l'accouchement. Donc c'est ce qui fait qu'on est l'un des pays où la mortalité maternelle est très élevée. Cette deuxième édition de la campagne nationale de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale vise à informer le public et les décideurs sur les stratégies à adopter pour réduire l'ampleur du phénomène en Guinée. L'atteinte de cet idéal passe par des actions concertées et multisectorielles avec à la clé l'accroissement des financements en faveur du secteur de la santé. C'est à la lumière des constats relevés que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec l'UNFPA, et les autres partenaires, a décidé d'organiser la journée nationale de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale pour sensibiliser tous les acteurs sur l'importance de cette problématique. Au cours d'une seule journée, à l'instant d'une heure de temps, il y a eu déjà ces 2 engagements qui sont assez forts. Et il y a d'autres engagements qui vont venir. Et c'est tout ce paquet qui permettra en fait pour nous les partenaires qui accompagnons le gouvernement de la Guinée de savoir que oui, la Guinée s'est engagée effectivement à faire en sorte que plus aucune femme ne décède en donnant la vie. L'une des voies sûres pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale est la qualification des ressources humaines à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Un défi que l'Association guinéenne des sages-femmes entend relever en acceptant désormais de servir dans les zones reculées du pays. Et c'est à la troupe artistique Les Awagi de clôturer en beauté cette campagne nationale de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, appelée par d'autres comme une injustice sociale. À présent, un détour à Sigiri où la société minière de Dinguiraye SMD vient d'octroyer une enveloppe financière à la préfecture. Le montant est destiné pour la réalisation de quelques édifices publics. Cheikh Sanoussi Sankon, compte rendu. 600 millions de francs guinéens et 0,2% de taxes locales. Exercice 2012, c'est le montant injecté dans la construction et la rénovation des infrastructures sociales de base de la préfecture de Sigiri. C'est un geste de la société minière de Dinguiraye pour sa participation au développement de cette préfecture.
Ce geste qui obéit à la politique gouvernementale rassure les bénéficiaires qui s'engagent à en faire bon usage. J'encourage très sincèrement ces genres de démarches puisque ça rentre dans le cadre de la transparence totale. Il faudrait qu'au niveau de tous les maillons de la chaîne, que les gens soient informés de ce que les sociétés font à travers l'État à l'adresse des communautés. Ces infrastructures feront vraiment de très bonnes séances pour la jeunesse de Ségiri et nous allons l'utiliser à bord, l'entretenir pour ne pas que ça revienne à la même situation. Ce montant qui pourrait servir à la construction et à la rénovation de quelques édifices publics de la préfecture de Ségiri marque la volonté de la société minière de Dinguiraye de s'investir positivement dans le développement communautaire de la Guinée. Autre action humanitaire dans ce journal, il s'agit des fournitures scolaires de jouets et d'arrêts alimentaires destinés à l'orphelinat Regina Marie. Un geste de l'ONG Tibi Project qui entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants admis dans ce centre. Mamadi Gassama, reportage. Au service des déshérités, l'orphelinat Regina Maris compte de nos jours 137 enfants, dont 30 orphelins, 6 handicapés physiques et 7 handicapés moteurs. Malgré les multiples efforts consentis par les responsables, ce centre souffre d'un manque d'équipement. Pour assister cet orphelinat, l'ONG Tibi Project a fait ce don de fournitures scolaires, de jouets et de denrées alimentaires. Je suis dépassée maintenant. Et ici, on a tout le temps des problèmes de manger. Alors quand on voit des sacs de riz, c'est tout mon cœur. Évoluant dans l'humanitaire depuis 2011, l'ONG Tibi Project entend élargir ses actions dans d'autres orphelinats du pays. Un constat et un beau constat qui se passe de commentaires les tenues africaines de plus en plus présentes dans les garde-robes de la Guinéenne. Le mouvement est très suivi chez les couturiers et stylistes qui s'engagent aussi à revaloriser ces tissus africains histoire de replonger dans nos tenues traditionnelles. Ali Baldé, Francis Collier. Ces femmes s'investissent pour le rayonnement du textile africain. Face à la concurrence accrue des produits étrangers, elles tentent de donner au tissu local une valeur de plus en plus méritée. Entre les couturières et les clientes, le sentiment partagé est la fierté de se sentir africaine à travers cette tenue. J'ai choisi le tissu africain parce que je suis d'abord africaine et puis c'est pour valoriser nos coutumes. Parce que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas s'habiller en africain. Or il faut être fier d'être africain. Et c'est une manière de mettre en valeur nos traditions africaines. Je suis très heureuse dans cette robe parce qu'elle est bien faite. Ça montre la valeur de la tenue africaine et de la femme elle-même. Certains couturiers de leur côté essaient de faire un mélange entre le textile africain et étranger. Cette stratégie vise à donner toujours une place aux produits locaux. Nous avons choisi le tissu africain parce que ce tissu a tendance à perdre sa valeur. C'est pourquoi nous avons initié de revaloriser nos valeurs afin de montrer sa capacité envers l'Europe et tout le monde. Pour les couturiers africains, cette démarche leur permet non seulement de valoriser le textile africain, mais aussi d'exprimer leur talent. Par ailleurs, l'Afrique du Sud commémore le drame de Marikana. C'était tout juste il y a un an. Ce 16 août 2012, la police sud-africaine, débordée par les grévistes, ouvrait le feu devant la mine de platine de Marikana. Une fusillade qui entraînera la mort de 34 personnes. Attention aux âmes sensibles, les images peuvent être difficiles à suivre. Tournée d'adieu du président malien par intérim. Au Nigeria puis au Bénin, John Kounda Traoré a distribué ses remerciements, notamment à Boni Yayi, alors président de l'Union africaine pendant la crise malienne. C'est vraiment pour lui dire que son action a été déterminante dans tout ce qui s'est passé au Mali, puisque lorsque la crise a éclaté, c'était aussi lui qui était président en exercice de l'Union africaine. Pour l'occasion, Boni Yayi aura même une médaille. Quant à Diokounda Traoré, il doit maintenant transmettre le pouvoir au vainqueur de la présidentielle malienne. Blocage de plusieurs ports pétroliers en Libye. Des gardes de sécurité empêchent l'exportation de brut depuis plusieurs semaines.
Ils accusent le Premier ministre libyen de commercialiser du pétrole à son profit en dehors des circuits habituels. Faux, répond Ali Zeidan. Il affirme que les gardes exportent le brut en douce. Le gouvernement libyen menace de bombarder tout bateau suspect proche des terminaux pétroliers. Rached Ghannouchi persiste et signe. Le chef d'Ennahda, le parti islamiste au pouvoir en Tunisie, refuse catégoriquement de remplacer le gouvernement actuel par une équipe de technocrates. Ce serait un danger pour le pays, ça le pousserait vers le vide et l'anarchie, prédit le responsable politique. Une fin de non-recevoir aux revendications pressantes de la coalition de l'opposition. Vous venez de suivre l'Africa Brève. À présent, retour sur la commémoration du drame de Marikana. C'était il y a tout juste un an, ce 16 août 2012. La police sud-africaine, débordée par les grévistes, ouvrait le feu devant la mine de platine de Marikana. Une fusillade qui entraînera la mort de 34 personnes. Suivez. C'était il y a tout juste un an à Marikana. Débordée par la foule, la police sud-africaine ouvre le feu sur des mineurs en grève. Bilan, 34 morts, 78 blessés, un bain de sang comme aux heures sombres de l'apartheid. Le pays est sous le choc. Un an après, les mineurs rendent hommage à leurs camarades sur les lieux mêmes du drame. Les plaies sont encore à vif. Les rivalités syndicales qui avaient mis le feu aux poudres sont loin d'être éteintes. Elles ont fait plusieurs morts ces dernières semaines. Quant au salaire, les mineurs n'ont reçu qu'une partie de ce qui leur avait été promis. Le gouvernement et la direction de l'ONMIN doivent payer ce pourquoi les mineurs se sont battus. Ils ne devraient pas parler de paix tant que les mineurs n'ont pas reçu ce qu'ils réclamaient. Après Marikana, des grèves sauvages ont gagné la plupart des mines du pays. Malgré des hausses de salaire, la tension n'est jamais vraiment retombée. Grand perdant, l'ANC. Le parti au pouvoir apparaît mal à l'aise face à cette grogne sociale. Pire, il justifie ce qui s'est passé à Marikana. Face au tollé, le président Jacob Zuma met en place une commission d'enquête, mais ses travaux s'embourbent. À elle seule, une réponse économique et financière ne va rien résoudre. Vous devez prendre en compte l'âme de la nation, l'âme des survivants de la tragédie de Marikana. Le processus de guérison va prendre beaucoup plus longtemps. Un an après, Marikana continue de poser la question sociale en Afrique du Sud. Et puis, les pourparlers entre l'Israël et la Palestine ont débuté à Jérusalem. Les négociations secrètes sont prévues pour 9 mois. Suivez, c'est le premier élément du Monde en bref. Les Israéliens ont débuté à Jérusalem. Toutes les questions sont sur la table, a affirmé Mahmoud Abbas, notamment la question des frontières de Jérusalem et des colonies. Le secrétaire général de l'ONU, en tournée dans la région, a invité les deux parties à éviter toute action qui pourrait gêner les fragiles négociations en cours. Ban Ki-moon a notamment critiqué l'annonce par Israël de la construction de nouveaux logements à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Les négociations seront secrètes et doivent durer 9 mois. Le Parlement iranien a voté jeudi la confiance à 15 des 18 ministres proposés par le nouveau président iranien Hassan Rouhani, rejetant les noms de 3 candidats jugés trop réformateurs au poste de l'éducation nationale, de la science et du sport. Dans son discours aux parlementaires, Hassan Rouhani a affirmé que sa priorité était de mettre fin aux sanctions occidentales qui frappent durement l'économie iranienne et qu'il fallait pour cela trouver un accord sur la question controversée du nucléaire. 4 corps ont été retrouvés dans le sous-marin militaire indien qui a coulé mardi à Bombay après une explosion alors qu'il était encore à quai. Les plongeurs sont parvenus à pénétrer dans le bâtiment dont la partie avant a été totalement détruite. Il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants parmi les 18 hommes d'équipage qui étaient à bord de ce sous-marin. Et dans une grande partie du pays, à Paris, partout dans le monde. Excellente suite de programmes télévisés. Très bientôt.